Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord commencer par remercier les contributeurs présents à cette première table ronde à mes côtés, Christian Bromberger, Pouria Amirchahi et Nicolas Martin-Breteau. Alors, je vais commencer par quelques petits mots d'introduction sur le thème de cette première table ronde, sport, politique et culture. Vous vous souviendrez peut-être, il y a un peu plus d'un an, à quelques jours du début de la Coupe du monde de football masculin au Qatar, le président Emmanuel Macron avait asséné cet avertissement: il ne faut pas politiser le sport. Ce faisant, il avait adhéré à une rhétorique de neutralisation de la dimension politique du sport. Cette question de l'apolitisme, de la politique de l'apolitisme, pour reprendre les mots de Jacques de France, demeure un clivage qui traverse les interprétations du sport. Force est de constater que les relations de sujétion sont omniprésentes dans les organisations, mais aussi dans les pratiques sportives. En témoignent les scandales d'abus de pouvoir, les scandales d'abus sexuels qui ont éclaté au grand jour dans la période récente. Pour autant, l'idée selon laquelle le sport échapperait aux logiques de la politique demeure persistante. En dépit de la place prise par les activités physiques et sportives dans les sociétés contemporaines et des masses financières sans cesse plus importantes qu'elles mobilisent, celle-ci demeure un objet marginal dans le champ politique. En témoigne le niveau auquel se situe le budget du ministère des Sports. Mais aussi un objet marginal dans la recherche et l'enseignement en sociologie et en anthropologie politique. Et pourtant, un nombre croissant de travaux a remis en cause ce cloisonnement artificiel entre sport et politique à travers différentes entrées. Cela suppose notamment d'examiner le sport dans sa relation aux politiques, dans sa triple dimension: la politique en tant qu'activité spécialisée, les politiques, entendu les politiques publiques, et enfin le politique comme expression de pouvoir au sein des rapports humains. Les contributions de ce matin permettront de montrer combien la fréquente dissociation des deux peut paraître paradoxale, dans la mesure où, d'une part, les analogies entre ces deux univers sont légion. Tous deux sont organisés comme des compétitions. Leurs participants et participantes aspirent à représenter des collectifs au travers de partis ou représenter une nation, une ville. Enfin, ils sont saturés de règles formelles et informelles. D'autre part, parce que les tentatives d'instrumentalisation politique du sport restent omniprésentes, des régimes les plus autoritaires aux pratiques ordinaires des notables locaux comme des représentants nationaux. Le point commun des trois interventions de ce matin est de signifier de quelle manière la culture, sous différentes expressions, peut constituer un vecteur de politisation du sport. La première d'entre elles, celle de Nicolas Martin-Breteau, portera sur le sport dans les luttes des Noirs américains pour l'égalité. Il va être question donc de l'usage politique du corps sportif, des mobilisations antiracistes africaines-américaines et de toutes les manières qu'il y a d'explorer les rapports entre corps, race, performance, parole et dignité depuis cette perspective du sport. Je vous donne donc la parole, Nicolas Martin-Breteau. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Ok. Tout d'abord, je tiens à remercier Gilles Ravenot et le comité d'organisation de ce colloque de m'avoir invité pour discuter de mon travail, en particulier d'un livre qui a été publié relativement récemment, Corps politique. Et donc ce livre, qui s'intitule Corps politique, est sous-titré « Le sport dans les luttes des Noirs américains pour l'égalité depuis la fin du XIXe siècle ». Et voilà ce livre avec la photo que j'ai réutilisée pour présenter cette
comment dire, ce papier ici, ces enfants qui font un cours de gymnastique dans la YMCA de la ville de Washington dans les années 1910. YMCA, donc, qui est un centre culturel, si vous voulez, ségrégué, hein, donc réservé aux Noirs et donc de fait sans aucun enfant blanc. Et l'un des objectifs que j'avais dans ce livre, eh bien, c'était d'explorer la signification historique de cette photo. Une photo vraiment très banale, très commune. Signification historique qui est en fait une signification politique. Ici, il ne s'agit pas simplement d'un cours de sport, il ne s'agit pas simplement d'éducation physique, mais il s'agit aussi et peut-être surtout d'éducation politique. Et c'est ce que je vais essayer de montrer dans les minutes qui arrivent. Donc ce livre sera publié dans quelques jours en fait aux États-Unis aux presses de l'université Johns Hopkins. J'ai changé la photo, mais en fait l'idée est tout à fait la même. La photo de couverture ici, si vous voyez, tous les enfants et leurs encadrants sont noirs, même si le personnage central est très clair de peau, il est considéré comme noir aux États-Unis. C'est l'un des lycées noirs de Washington, avec une photo là encore très commune. Il y en a des dizaines de milliers dans les archives aux États-Unis. Que signifie cette photo quand on a voilà, des adolescents noirs qui posent voilà, avec une balle de basket ici. Clairement, la signification historique de cette photo n'est pas la même que si ces enfants et ces professeurs avaient été blancs. Et donc, le but pour moi, eh bien, c'était d'explorer la signification de ces images à travers une histoire du rôle politique du corps dans l'histoire africaine-américaine depuis la fin du 19e siècle. Et c'est la raison pour laquelle j'avais intitulé mon livre « Corps politique », qui n'est pas juste un jeu de mots, mais dont le but était de montrer que ces corps ici présentés avaient une fonction politique, en particulier dans la lutte pour la justice raciale aux États-Unis. Donc le but est d'étudier en fait la présentation publique du corps en prenant le sport comme objet d'analyse. Et la présentation publique du corps est pour la communauté africaine-américaine, pour les Noirs aux États-Unis, un enjeu essentiel, voire existentiel en fait, notamment parce que ce groupe est historiquement opprimé à cause de la stigmatisation du corps considéré comme noir. J'aurais pu prendre d'autres perspectives d'analyse que le sport. Hein. On peut faire le même type d'analyse à partir de la cosmétique, par exemple, que l'on considère parfois comme étant superficielle, comme étant quelque chose de secondaire. Mais par exemple, la présentation de soi pour les femmes noires à partir, par exemple, du soin du cheveu est quelque chose qui dépasse très largement, évidemment, la cosmétique, mais est un enjeu politique dans l'espace public. C'est aujourd'hui bien connu. On aurait pu prendre aussi le cinéma comme objet, la représentation artistique des Noirs américains, par exemple, dans la culture, dans la peinture, dans la photographie, etc. etc. Et j'ai choisi le sport parce que le sport est l'une des activités sociales dans lesquelles eh bien, les Africains-Américains ont brillé non seulement au niveau national, mais international. Et je crois pouvoir dire qu'avec la musique, et en particulier le jazz, les Africains-Américains sont aujourd'hui connus dans le monde entier pour leurs performances sportives. Et malgré ça, malgré le fait que le sport est manifestement un enjeu central de l'histoire africaine-américaine, c'est quelque chose qui est relativement peu étudié ou pas assez étudié au regard de l'importance massive qu'a eu le sport dans l'histoire africaine-américaine, et ça rejoint un peu ce que disait Gilles tout à l'heure. Donc le sport a une spécificité dans l'histoire des personnes noires aux États-Unis et représente une des formes de ce qu'on appelle l'excellence noire, donc par exemple avec la musique. De ce point de vue, le sport n'a jamais été pour les Africains-Américains un simple divertissement, mais a été un enjeu central de leur mobilisation politique. Donc voilà, cette image, encore une fois, n'a rien de secondaire ou de superficiel. C'est une éducation politique qui se joue ici aussi. Pas seulement, mais aussi. Alors pour le comprendre, eh bien, très rapidement, il faut
voir que le contexte à la fin du 19e siècle aux États-Unis est tout à fait particulier parce que les espoirs qui avaient été les espoirs des Noirs américains pour obtenir l'égalité après l'abolition de l'esclavage ont été anéantis, comme on le voit bien sur cette photo avec l'alliance de plusieurs groupes sociaux contre les Noirs américains. Anéantis de façon violente. Donc l'usage de la violence est omniprésent aux États-Unis à l'époque, notamment par des groupes terroristes comme le Ku Klux Klan. Et vous voyez que ce sont des corps qui sont prioritairement visés par les suprémacistes blancs à travers notamment les lynchages, que ce soit à la fin du 19e siècle ou tard dans le 20e siècle avec le tristement célèbre lynchage du jeune Emmett Till en 1955 dont vous voyez le visage défiguré à droite. Ces questions restent aujourd'hui prégnantes, puisque le corps est toujours un enjeu des luttes africaines-américaines, en particulier avec le mouvement Black Lives Matter et l'ensemble des polémiques internationales qui ont émergé à partir des cas de violences policières aux États-Unis depuis au moins les années 1990. Donc les Africains-Américains, à la fin du 19e siècle, décident de se mobiliser contre ce qu'ils appellent le préjugé. Leur objectif est de changer les représentations dominantes blanches sur leur communauté et en particulier sur leur corps. Le mot racisme n'est pas utilisé à la fin du 19e siècle, il ne le sera que très tardivement dans le 20e siècle, à partir des années 1950 et 60. Et à la fin du 19e siècle, on pense le problème en termes de psychologie. Il faut changer la psychologie, les représentations psychologiques du groupe dominant, donc des Blancs, pour pouvoir obtenir l'égalité. Ici, vous avez la représentation typique dans la presse noire du suprémacisme blanc, une espèce de brute épaisse, appelée préjugé, et qui tient le gourdin de la discrimination. Et ce type de représentation est assez typique. Je travaille là-dessus en ce moment. Vous voyez par exemple que la NAACP, ici la Grande Association de défense des droits civiques des Noirs, part en lutte contre le préjugé racial. Ce genre de représentation est assez intéressante parce que sinon on ne comprend pas l'usage du sport dans les mobilisations politiques noires américaines à l'époque. Ici, si les Noirs se sont déjà libérés de l'esclavage, eh bien ils ne sont pas encore libérés du préjugé. Et donc, l'objectif des Noirs américains avec le sport, c'est de participer à une stratégie d'élévation de la race, comme ils appellent ça, d'élévation de leur groupe racial, de leur communauté, en incorporant une forme de perfection humaine, qu'elle soit intellectuelle, morale, mais aussi physique. Et le sport a pour but, notamment, de participer à l'élévation physique de la communauté africaine-américaine. Le but étant de changer les représentations dominantes, encore une fois, en particulier en contrant les préjugés raciaux. Et ce qui est intéressant, c'est que le sport, à l'époque, est considéré comme une activité qui ne sied pas du tout aux races inférieures, entre guillemets, notamment les Noirs. Comme vous le voyez ici dans cette représentation, vous voyez, vous avez des Noirs qui vont se mettre à jouer au tennis. Et le résultat, d'après les Blancs, et c'est très drôle, d'après le dessinateur, eh bien, c'est que ça se termine en bouffonnerie. Les Noirs sont parmi les races inférieures et donc sont considérés comme tout à fait inaptes à la discipline, à tout ce qui concerne les vertus qui permettent de briller en sport. Et donc aujourd'hui, on a une représentation tout à fait inverse. Le cliché est inverse. On peut aller dans la rue et demander à n'importe qui, tout le monde s'attend à ce que, par exemple, les Noirs, en général, et quel que soit le sens que l'on donne à ce terme, les Noirs brillent aux Jeux Olympiques de Paris. C'est un cliché répandu. Il y a un siècle, le cliché était exactement inverse. Les Noirs sont, avec toutes les races inférieures, donc les races non blanches, inaptes au sport. Voilà un autre type de bouffonnerie auquel on peut dont on peut être témoin à la fin du 19e siècle dans la culture populaire américaine. Donc, les Africains américains, pour contrer ces représentations, mettent en place d'ambitieux programmes d'éducation sportive. Ces programmes, comme vous l'avez vu tout à l'heure, sont ségrégés, puisque la ségrégation raciale est imposée à la fin du 19e siècle dans tout le pays.
Et c'est une façon pour les Africains-Américains de se faire entendre, non pas simplement par la parole, mais par la performance, par la visualité de la performance dans l'espace public, dans la mesure où les prises de parole politiques des Africains-Américains à l'époque ne sont pas entendues, ne sont pas reconnues comme légitimes par la majorité blanche. Étant donné que l'argumentation rationnelle pour l'égalité, pour la justice, etc., est compliquée, voire impossible, eh bien, la performance sportive et la performance en général, qu'elle soit par exemple la performance de la présentation de soi dans l'espace public, devient quelque chose de central dans les stratégies politiques africaines-américaines. Et c'est la raison pour laquelle le corps, qui est le lieu premier de la construction de la différence raciale, le racisme anti-noir vise des corps d'abord et avant tout, le corps devient pour les Africains-Américains le lieu premier de la déconstruction de la différence raciale. Donc, d'une certaine façon, le corps devient non seulement le lieu, mais aussi une arme de subversion de l'ordre social en rendant visibles des corps jusqu'alors opprimés. Et c'est ce que vous avez ici sur ce dessin de presse, où l'on voit un boxeur japonais, mais non blanc, et vous voyez qu'il est noir de peau, puisqu'il est à l'époque renvoyé parmi les races non blanches, donc les races inférieures du monde d'après les représentations dominantes. Ce petit boxeur japonais arrive à mettre KO le préjugé racial, et on voit qu'il se bat pour la démocratie mondiale, pour tous les groupes non blancs de la planète, que sont les Indiens, les Noirs, etc., que l'on voit au pied du dessin. Donc en fait, l'un des objectifs pour les Africains-Américains, c'est de construire ce qu'on appelle la confiance en soi. Le but, c'est pour les parents, pour les enseignants, de construire chez les enfants, les garçons et les filles, une forme de confiance en soi en situation minoritaire. Des lycées ségrégés, comme vous le voyez à l'écran, comme le lycée Dunbar de Washington, fait office, disons, de petite forteresse de construction de la confiance en soi chez les enfants des classes moyennes et supérieures africaines-américaines, avant qu'ils ne soient lancés dans le monde où ils auront à affronter le racisme et à entrer en compétition éventuelle avec leurs concitoyens blancs et blanches. Donc le but, c'est de renforcer ce qu'on appelle à l'époque le caractère de la race noire. C'est un nouveau discours sur les activités physiques, leur rôle politique dans la communauté africaine-américaine au tournant du XXe siècle. Et comme je l'ai dit, le sport devient un élément central de ces luttes politiques. Voilà la photo de l'équipe de basket de ce lycée Dunbar. Et les lycées, les YMCA notamment, mais pas simplement, les universités aussi, noires, deviennent des lieux de construction de ce caractère, de cette confiance en soi. De même que, par exemple, comme vous le voyez ici, les exercices militaires. Donc le sport n'est pas la seule activité physique à être mise en avant. Vous avez également les exercices militaires qui se déroulent, comme vous le voyez, dans des stades comme ici, des stades de baseball. Donc ces jeunes gens que vous voyez ici à l'écran ne devaient pas simplement se fortifier physiquement par la compétition de rencontres sportives et militaires, mais aussi se fortifier intellectuellement par la compétition en classe, par la compétition oratoire, notamment à travers des compétitions de ce type. Donc vous voyez que c'est une forme d'éducation complète qui essaie de développer à la fois le côté intellectuel et moral, mais aussi physique. Et les jeunes femmes sont également partie prenante de ce programme politique, puisque l'élévation corporelle par le sport est également destinée aux filles et aux jeunes femmes noires, notamment de Washington, mais de toutes les grandes villes américaines. Alors elles sont, en règle générale, moins célébrées pour leurs exploits sportifs que pour, disons, l'attractivité qu'elles apportent au spectacle en général, notamment dans les tribunes. Vous voyez ici, la place des femmes est plutôt minorisée, c'est-à-dire qu'elles sont moins sur le terrain, dans les médias notamment, que dans les tribunes, et elles sont louées notamment pour leurs toilettes. Voilà des flappers, comme on dit, habillés à la dernière mode parisienne dans les années 1920. Et ceci est important parce que vous avez ici à l'écran une publicité pour la célèbre marque de cosmétiques noire de Madame C.J. Walker, et dont le slogan « Glorifier notre féminité »
donne bien l'enjeu politique en fait de ce que j'appelais la cosmétique. En fait. Le sport joue le même rôle de création, de renforcement de la confiance en soi des femmes noires américaines à l'époque. Hein, le but étant de fortifier le courage d'agir, le courage d'être et d'agir donc politiquement dans l'espace public par le corps sportif. Donc vous avez ici voilà, une photo d'un des plus grands événements sportifs noirs des années 1920-1930, qui est le classique, hein, le match de football entre Howard et Lincoln, deux grandes universités noires. Ce qui est important, c'est moins ce qui se passe sur le terrain, à mon sens, que ce qui se passe dans les tribunes, puisque le stade est bondé. Vous voyez, vous avez jusqu'à 30 000 personnes dans le stade. Toutes les personnes dans le stade sont noires. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait une personne blanche dans le stade. Et vous voyez que c'est ici une cérémonie de présentation de la communauté à elle-même et de fortification de la confiance qu'elle peut avoir dans sa comment dire, capacité politique à changer le monde. Hein, le but encore ici est de se présenter dans les tribunes sous son meilleur jour, notamment voilà, avec des habits à la dernière mode. On est en pleine Harlem Renaissance à l'époque. L'objectif, il est bien représenté ici par cette image, cette couverture du magazine africain-américain The Messenger, faire du nouveau noir, hein, eh bien, une sorte de penseur de Rodin, à la fois très fort physiquement, vous voyez qu'il est très musculeux, hein, le penseur de Rodin, mais également, comme son nom l'indique, très fort intellectuellement, c'est un penseur. Voilà, retourner les normes majoritaires blanches, hein, puisque le penseur de Rodin est blanc, hein, en une présentation, une manifestation de l'excellence noire, c'est un des objectifs de l'utilisation du sport dans l'arène politique par les Africains américains. Et de fait, les enfants qui sont éduqués dans les lycées dont j'ai parlé eh bien, se retrouvent dans des universités blanches et se retrouvent notamment dans les équipes de sport de ces universités. Donc vous avez 3 personnes noires dans cette équipe d'athlétisme de Amherst College qui sont tous les 3 assis au premier rang. Donc parfois ils sont très clairs de peau, mais ils sont catégorisés comme noirs aux États-Unis. Et donc l'objectif de toute leur éducation est de prouver non pas la supériorité, mais l'égalité en fait des corps noirs avec les corps blancs. Et par ailleurs, ces 3 individus sont extrêmement brillants en classe et sont en fait, pour le dire clairement, les majors de promo dans cette université. Certains de ces personnes, la 4e personne en partant de la gauche au premier rang, Charles Drew, a inscrit son nom à l'histoire de la médecine en mettant au point la conservation du plasma sanguin pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ce sont aussi des intellectuels. Et W. Montague Cobb, qui était aussi sur la photo précédente, eh bien, devient l'un des plus grands anthropologues physiques de l'histoire des États-Unis. Et là, il passe le talon de Jesse Owens au rayon X, juste avant les JO de 1936 à Berlin, pour prouver justement que Jesse Owens, qui bat record du monde sur record du monde à l'époque, n'a rien de particulier, qu'il a un corps tout à fait normal, pas du tout, entre guillemets, négroïde, et que s'il est bon en sport, c'est simplement parce qu'il le doit à son talent. Et donc le but, et c'est ça qui est intéressant me semble-t-il, c'est que ces personnes s'engagent politiquement dans le mouvement pour les droits civiques, notamment contre cette situation que l'on a à Washington. Le système, par exemple, de loisirs à Washington est ségrégué, voilà, comme un archipel, si vous voulez, avec des bâtiments réservés aux Blancs, des bâtiments réservés aux Noirs. Et ces personnes ne restent pas simplement à faire du sport comme un divertissement de leur jeunesse, mais s'engagent au premier plan du mouvement pour les droits civiques dans les années 50 et 60. Et voilà, avec ce genre de slogan dénonçant l'hypocrisie qu'il y a à combattre eh bien, la Seconde Guerre mondiale contre le fascisme, contre le nazisme, contre le racisme, mais en ayant des lois de ségrégation raciale qui sont mises en place, qui sont créées même après 1945, dans la capitale, entre guillemets, du monde libre. Jesse Owens, comme vous le savez, hein, en 1936 à Berlin, eh bien, marque les victoires de Jesse Owens, et pas simplement de Jesse Owens, de toutes les personnes noires, tous les athlètes noirs de la délégation américaine à Berlin marquent une date importante, puisque au cœur du Troisième Reich, au cœur de la suprématie blanche, si vous voulez, eh bien, il vient montrer que la supériorité
dite des Ariens est mise à mal. Donc vous avez voilà comment dire, un dessin de presse qui a fait le tour hein, des titres de presse noirs aux États-Unis et qui moque en fait voilà, ces Ariens qui se font battre par Jesse Owens, considéré à l'époque comme un être aux marges de l'humanité. Cette photo, je voulais voilà, en parler très rapidement avec les quelques secondes qui me restent, parce qu'en 1968, on voit que le sport, pour les Africains-Américains, n'est pas quelque chose qui relève du divertissement ou de l'apolitisme. En fait, le sport, depuis déjà pratiquement un siècle à cette date, est un outil politique dans les luttes de libération africaine-américaine. Et cette photo, qui est probablement l'une des photos les plus célèbres du XXe siècle, montre bien en quoi le sport, pour les Africains-Américains en tout cas, est un élément central de leur lutte de libération. Ce qui ne pose pas, enfin, ce qui n'est pas sans poser quelques questions dans la communauté africaine-américaine encore aujourd'hui. Est-ce que les enfants africains-américains investissent trop dans le sport, se tournent trop vers les carrières sportives avec très peu de chances néanmoins d'accéder à une carrière professionnelle? Donc tout ça, ce sont des débats anciens dans la communauté africaine-américaine. Mais ce qui me paraît important, et je termine là-dessus, c'est le fait que, historiquement, les Africains-Américains ont utilisé le sport comme une autre façon de prendre la parole, en fait. De faire passer un message de façon non verbale. Donc par la performance du corps, le corps en acte, devant prouver, devant manifester une forme d'égalité. Donc non pas de supériorité, le but n'est pas de prouver la supériorité des Noirs sur les Blancs, mais simplement la commune humanité de ces divers groupes sociaux. Et Booker T. Washington, que vous avez à l'écran ici, disait quelque chose d'assez effrayant, en fait, hein, quand on le prend au pied de la lettre. Nous ne pouvons nous frayer un chemin vers nos droits par la parole, et c'est la raison pour laquelle il pensait qu'il fallait le faire par la performance, en fait. Ce sont des choses que l'on retrouve aussi dans la communauté juive hein, des années 1920-1930 en Europe. Ce n'est pas quelque chose qui est typique des Noirs américains, mais la performance corporelle que j'étudie à travers donc, le sport est tout à fait importante. Et du coup, on peut aussi, et je termine avec cette photo, on peut aussi voir tout autre chose que simplement une forme de beauté très esthétique de Michael Jordan qui part au dunk ici. On a là en fait aussi un message politique d'égalité, et ça change d'une certaine façon la perspective que l'on peut avoir sur le spectacle sportif en général et en particulier sur celui offert par les athlètes africains-américains. Voilà, je vous remercie. Pour le déroulement de la table ronde, ce que je propose que nous fassions, c'est que les intervenants prennent éventuellement des questions de compréhension, donc des questions assez courtes sur ce qui a pu être dit, hein, et puis que nous réservions un temps plus long en fin de session pour quelque chose qui ressemble davantage à un débat, un échange entre la salle et les participants. Est-ce qu'il y a quelques questions? Ouais, j'ai une question. Oui. allumez le micro alors. Là, oui. Oui, merci beaucoup pour ce remarquable exposé. Juste une question. Tout le propos est structuré autour du corps politique. C'est même le titre du livre, mais en anglais, c'est pas du tout le titre. Pourquoi il s'appelle Frontlines Bodies, alors que d'une certaine façon, ça travestit le propos presque, parce que c'est les corps en première ligne, qui n'est pas la même chose que la dimension politique dont vous avez fait la démonstration à l'instant. Non, c'est une très bonne question. Moi, je ne voulais pas appeler le livre comme ça. Il se trouve qu'en fait, Bodies Politic était déjà utilisé comme titre par un autre livre aux presses de l'université de Johns Hopkins. Donc, je ne pouvais pas réutiliser ce titre, malheureusement. Néanmoins, Frontline Bodies, ça veut dire non seulement que ce sont des corps en première ligne, parce que ces enfants des classes moyennes et supérieures noires américaines partent comme une sorte d'avant-garde représentant l'ensemble de leur groupe, donc dans les institutions blanches, dans la société blanche, ça c'est la première chose. Et deuxièmement, ça s'appuie aussi sur ce que disait Erving Goffman, le sociologue bien connu notamment pour ses analyses de la présentation publique de soi-même, quand il parle de front. Hein, c'est ce qu'on traduit en français par la façade. On a chacun une forme de
présentation de nous-mêmes, notre façade qu'on donne au monde, notre masque en fait, et ça joue aussi sur ce concept de front dans le titre du livre. Mais vous avez raison, il aurait peut-être été plus intéressant de l'appeler autrement. Voilà, ça c'est un petit peu les aléas de la vie éditoriale des livres et des traductions. Ah, d'accord. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, juste pour la ségrégation a duré jusqu'en 1945 à peu près. Donc, très rapidement, la ségrégation raciale aux États-Unis est mise en place après l'abolition de l'esclavage. C'est une forme de réaction à l'abolition de l'esclavage, puisque une grande partie, si ce n'est l'immense majorité de la population blanche du pays, refuse l'égalité avec les affranchis. Et cette ségrégation raciale est légale dans le pays jusque dans les années 1960. Ça ne veut pas dire que la ségrégation raciale aujourd'hui est éliminée de la société américaine. Elle fonctionne, mais de façon non légale, c'est-à-dire par la coutume, par les habitudes, etc. Mais on ne peut plus passer de loi officiellement ségrégant noir et blanc dans l'espace public. Alors, ce qui est intéressant, c'est que même après 1945, à Washington, par exemple, la majorité blanche passe des lois de ségrégation raciale. C'est-à-dire que même après 1945, c'est-à-dire même après la Seconde Guerre mondiale, c'est ça qui est intéressant. Et Washington n'est pas la seule ville de ce point de vue. C'est la raison pour laquelle le mouvement pour les droits civiques des années 50, 60, 70 est extrêmement violent, en particulier dans le sud des États-Unis, parce que voilà, une partie de la population blanche refuse absolument de voir, par exemple, leurs enfants être assis à côté de petits ou de petites noires à l'école, de se baigner dans les mêmes piscines, de jouer dans les mêmes parcs publics, etc., etc. Oui, oui, c'est ça. On va donner la parole à Christian Romerger. Christian, juste on met les photos au fur et à mesure? Non, je vais vous dire d'accord, quand il faut les mettre. Je voudrais d'abord remercier le comité d'organisation et en particulier Gilles Ravenot qui m'a fait participer à cette table ronde et puis également qui m'a donné mètre par mètre le moyen de me rendre de mon hôtel à la MSH Paris-Nord et je lui suis très reconnaissant pour cela. Alors, je vais vous parler des sports en Iran avec un coup d'œil particulier sur le football et sur la place du football en Iran. Je ne sais pas si ça marche. Si, ça marche. Ça va, oui, bon. Alors, ce qu'il faut d'abord dire, c'est que l'activité masculine traditionnelle en Iran est celle qui se pratique dans les zoukhaneh, c'est-à-dire dans les maisons de force, gymnases où l'on s'adonne dans un cadre de sociabilité conviviale à divers exercices athlétiques, pratiques que l'on désigne par l'expression varzesh et bastani, sport antique. Ça n'a du sport d'ailleurs que le nom. Le sport qui s'adosse à cette pratique, c'est la lutte, qui est le sport national iranien. L'image du lutteur est double. C'est à la fois celle du gros bras, du gros coup, gardan et koloft, dit-on en persan, des milieux populaires traditionnels. C'est aussi celle du parlavan, l'athlète, le héros chevaleresque, le javanmard, libre, dévoué et désintéressé. C'est cette image que condense Tarti. Là, on peut peut-être montrer son image, qui a été le premier champion olympique iranien, la première médaille d'or en lutte libre aux Jeux de Melbourne en 1956, champion au destin tragique, sans doute assassiné par la SAVAK, la police politique du Shah. Sa photo orne bien des maisons de thé, des quartiers populaires traditionnels à l'est et au sud de Téhéran. Mais la lutte est un sport en déclin, aussi bien sur le plan national qu'international, au point qu'elle a été menacée d'exclusion des compétitions olympiques en 2013 et n'a dû son sauvetage qu'à une alliance conjoncturelle dans les protestations entre l'Iran et les États-Unis, le président de la Fédération américaine,
proclamant que des Jeux olympiques sans lutte seraient comme un McDonald's sans frites. Comme dans la plupart des pays, c'est le football qui est devenu le sport national, éclipsant la lutte. Les champions d'ailleurs de cette discipline, les lutteurs, le constatent amèrement. Le football, sans doute en raison de la prédominance de la lutte, ne s'est implanté que tardivement en Iran. Après quelques timides percées à la fin du XIXe siècle et dans les premières décennies du XXe siècle, ce sport nouveau, le football, ne s'impose qu'au tournant des années 1950. La Fédération iranienne de football est fondée en 1946 et adhère à la Fédération internationale, la FIFA, en 1948. C'est très tardif si l'on compare les dates de création et d'adhésion à la FIFA des pays voisins. La Fédération du Liban est créée en 1933 et adhère à la FIFA en 1935. Celle de Syrie est fondée en 1936 et adhère à la FIFA l'année suivante. La plupart des clubs qui se disputent aujourd'hui la Persian Gulf Pro League, je reviendrai sur ce nom plus tard, l'équivalent de la Ligue 1 en France, sont créés dans les années 70. Cette décennie, 1970, est aussi l'époque des premiers succès internationaux du Team Emelli, l'équipe nationale. En 1968, 72, 76, l'Iran gagne la Coupe des Nations d'Asie et se qualifie pour la première fois pour la Coupe du Monde en 1978, qui a lieu cette année-là en Argentine. La révolution islamique, la guerre Irak-Iran mettent un terme pendant une dizaine d'années à cette période footballistiquement faste. Les hautes autorités du régime n'apprécient guère le football qui rime pour elles avec débauche d'argent, violence dans les stades, décivilisation. Ce n'est qu'en 1989, avec la fin de la guerre Irak-Iran, l'arrivée à la présidence de la République de Hachemi Rafsanjani, qui rétablit un championnat national. La décennie 1990-2000 est celle d'un redressement progressif du football, et pour le football et pour le sport iranien en général. Les signes majeurs de ce renouveau sont la qualification de l'Iran à la Coupe du Monde 1998 et les résultats obtenus dans cette compétition, qualification et résultats qui correspondent à l'élection de Mohammad Khatami à la présidence de la République. Depuis une vingtaine d'années, avec des hauts et des bas, les bas correspondant aux deux mandats d'Ahmadinejad, 2005, 2009, 2013, le football a été signe de réinsertion dans le contexte international et plus fondamentalement de mondialisation. Des entraîneurs étrangers, le Brésilien Vieira, les Croates Ivic, plus tard Blažević, Ivanković, le Belge Wilmots, le Portugais Queiroz, le Croate Skocic, ont été appelés à diriger avec différentes fortunes l'équipe nationale, ce qui n'était plus arrivé depuis la Révolution. Des joueurs, Dahi, Baréori, Azizi, Mardavikia, Karimi, Azmoun, ont été recrutés dans les clubs européens et notamment dans la prestigieuse Bundesliga allemande. Mais voici plus fondamental encore. En 2001 est créé un championnat professionnel, Iran Pro League, devenu en 2006 Persian Gulf Cup, puis en 2014 Persian Gulf Pro League. Donc là, je vais m'expliquer un peu sur ce nom très curieux de la Persian Gulf Pro League, en signalant que ce nom traduit une des obsessions des Iraniens. Le Golfe est persique et non arabo-persique. Et donc, il y a cette insistance particulière qui est marquée à travers le nom de ce championnat. Mais c'est aussi un signe de mondialisation. Cette mondialisation se lit encore dans le statut des joueurs qui deviennent des salariés transférables, comme dans la plupart des pays. Auparavant, ils étaient plutôt amateurs marrons. Lors de cette phase de renouveau et d'ouverture, les diffusions télévisées de matchs de football se multiplient
et la presse sportive connaît une croissance exponentielle. Celle-ci relate non seulement les compétitions nationales, mais aussi européennes ou d'Amérique du Sud. En cette période euphorique de qualification aux Coupes du Monde de 1998 et 2006, les Iraniens les plus malicieux établissent un parallèle significatif entre Jam Jahani, Coupe du Monde, et Jam Jahani, Société mondiale, ou encore soulignent que l'exportation des joueurs de football a relayé celle de la Révolution. Après son bon comportement lors des Coupes du Monde de 2014, 2018, 2022, le Team Emelli, donc l'équipe nationale, occupe une place honorable, oscillant entre le 20e et le 40e rang du classement de la FIFA selon les années. Si le football témoigne de l'emprise des flux mondiaux, il doit aussi sa popularité aux valeurs qu'il colporte, la réussite, la compétition, l'individualisme, qui s'opposent à celles qui avaient cours dans les Ourranais, donc dans ces maisons de force où il n'y avait pas de compétition précisément, ou peu de compétition. Le football ne révèle pas seulement des aspirations à la modernité occidentale. Il révèle aussi, et mieux que tout autre phénomène, la vigueur du sentiment national, l'effervescence politique et régionaliste, les tensions sur la place des femmes dans la société. Témoignage de l'intensité du sentiment national, les manifestations de liesse lors des qualifications de l'équipe nationale pour le mondial en 1998, 2006, 2014, 2018 et 2022. Ces manifestations de joie dans les rues inquiètent et rebutent les autorités si vétilleusement attachées à leur éthique puritaine. Le stade, la rue d'après-match sont pour elles des espaces de peur, ce qui ne les empêche pas d'exalter la nation telle qu'ils la conçoivent. Ainsi, le guide Ali Khamenei se réjouit, après la victoire de l'Iran sur les États-Unis en 1998, de voir l'oppresseur connaître une nouvelle fois le goût amer de la défaite. Mais voici plus significatif de l'exacerbation du sentiment national. En Iran, comme dans la plupart des pays, des derbys enflammés opposant deux clubs de la même ville, ici à Téhéran, les Bleus d'Esterlal et les Rouges de Pirouzi, la victoire. On peut montrer là la photo numéro 2. Oui, alors là, vous avez en effet les supporters des Rouges. Vous voyez donc un public uniquement masculin. Je reviendrai sur ce public par la suite. Et en face, vous avez... non, ça, ce sont les femmes. Donc, on ne va pas montrer cette photo. Il doit y avoir aussi en 5 ou 6. Oui, alors là, donc, c'est un supporter bleu qui montre une aiguière dont on sert pour se nettoyer les parties intimes, percée de trous, c'est-à-dire une aiguière rouge, donc percée de trous, c'est-à-dire l'équivalent des buts, et qui arrive au stade Azadi, donc au stade de la liberté. Tu parles en matière de liberté, on ferait mieux. Et qui arrive au stade donc en montrant cette aiguière rouge. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a évidemment cette rivalité très forte entre le club de Pirouzi, donc l'ancien Persepolis qui a recouvré officiellement son nom d'origine depuis 2012. D'ailleurs, c'est un nom très paradoxal puisque Persepolis, c'est une défaite des Iraniens. Mais bon, peu importe. Et en général, cette opposition se répercute dans les autres pays sur les matchs internationaux et l'on se réjouit alors de la défaite de son adversaire. Par exemple, en Italie, on appréciera la défaite de la Juventus si on est un supporter du Torino lors d'un match international. Or, les supporters iraniens, qu'ils soient partisans de l'un ou l'autre club, lors des matchs de Coupe d'Asie des clubs champions, soutiendront l'adversaire local contre le club étranger au cri de « Iran, Iran ». Ce soutien au plus proche, cette prééminence du sentiment patriotique
Les supporters l'expriment par une formule, Basi Asyai, Basi Melli, le jeu, la compétition asiatique est une compétition nationale. Cette solidarité entre ennemis face à l'autre est la démonstration la plus éloquente dans le domaine du football de la ferveur chauvine iranienne. Si le sentiment national est fortement ancré, cela n'exclut pas que des revendications identitaires s'expriment sur différents modes dans le cadre d'un État unifié. Ce sont les joueurs qui peuvent porter la contestation, comme Karimi, photo 3, je pense. Oui, voilà, donc Karimi qui exhibait en 2009 pour protester contre la réélection d'Ahmadinejad dans des circonstances troubles, et comme des joueurs de l'équipe nationale qui refusèrent de chanter l'hymne national lors de la Coupe du Monde de 2022 au Qatar. Ce sont aussi les minorités périphériques, défavorisées et mal dotées, adossées à des États ou à des régions autonomes, peuplées de coethniques, qui manifestent leur mécontentement et leurs aspirations. Si les Baloutches, les Kurdes, les Turkmènes n'ont pas de club de haut niveau symbolisant leur identité, voire leurs revendications, c'est tout le contraire en Azerbaïdjan, où Traktor Sazi, la fabrique de tracteurs, est l'emblème populaire par excellence des revendications nationalitaires azéries, donc des Turcs d'Azerbaïdjan, des revendications prônant une plus grande reconnaissance et autonomie culturelle de l'Azerbaïdjan iranien, voire, pour certains, le séparatisme. L'Azerbaïdjan est notre terre, Traktor, donc du nom du club de football, est notre fierté, chantent les supporters qui arborent des tenues et des drapeaux rouges et se sont baptisés les loups rouges, couleur et animal symbolique des peuples turcs. Le sentiment de marginalité et de discrédit que ressentent les Azéris par rapport aux Persans est régulièrement avivé par des incidents dans les compétitions, incidents souvent interprétés comme de sombres manigances, comme le résultat du championnat, je ne vais pas rentrer dans les détails, en 2014-2015, où pendant un certain temps on a cru que Traktor était champion, et puis ensuite on s'est aperçu que ce n'était pas le cas. Au fil du temps, Traktor donc, est devenu le symbole des revendications ethniques et régionales auxquelles se réfèrent aussi bien les Azéris donc, que les membres de minorités n'ayant aucun club pour les représenter. C'est sans doute pour cette raison et pour mieux contrôler ces velléités protestataires que le corps des gardiens de la Révolution a en 2010 acquis 50% du club détenu jusque-là par la manufacture des tracteurs de Tabriz. Tournons-nous du côté dans le sud-ouest, du côté d'Arvaz. Les matchs fournissent l'occasion de manifestations ou des supporters encouragés par des mouvements irrédentistes, revendiquent par leur slogan et leur tenue vestimentaire leur identité arabe. Venons-en à la place des femmes dans le monde du football. Dans un pays où les autorités font une hantise de la dissimulation du corps féminin et de la division sexuelle des espaces, les pratiques et les spectacles sportifs sont des enjeux essentiels. Les seules spécialités auxquelles peuvent s'adonner les femmes sous le regard des hommes sont le tir, l'équitation, le golf, le canoë-kayak, l'alpinisme, le ski, le taekwondo et toutes les disciplines où les femmes sont couvertes, ainsi que les compétitions pour handicapés, toutes pratiques qui, contrairement à l'athlétisme, à la natation, s'accommodent tant bien que mal de la tenue islamique réglementaire. La pratique féminine du football, un sport synonyme d'ouverture internationale que prisent particulièrement les jeunes femmes des milieux urbains, fait aussi l'objet de controverses, et ce n'est que très récemment, en 2005, qu'a été créée une équipe nationale féminine, et ce n'est qu'en 2007 qu'a été instauré un championnat national féminin regroupant 11 équipes. Quand elles jouent, les athlètes sont entièrement couvertes. Peut-être qu'on pourrait montrer, ah bah oui, on voit d'ailleurs la photo 4 ici, y compris dans la chaleur de l'été.
Elles doivent porter un foulard qui ne laisse apparaître aucun cheveu et leur corps doit être entièrement dissimulé. La tenue des joueuses, contraintes de porter le hijab, a été au cœur d'une polémique avec la FIFA, qui refusait la participation des joueurs iraniennes de moins de 15 ans aux Jeux olympiques des jeunes qui se sont tenus à Singapour en août 2010. Un article du règlement de la Fédération internationale de football stipulait en effet que l'équipement de base nécessaire du joueur ne peut inclure aucun signe équivalent à une affirmation d'ordre politique, religieux ou personnel. Un compromis fut en définitive trouvé entre les présidents de la FIFA et de la fédération iranienne. Les joueuses, précisait le communiqué, peuvent porter un couvre-chef sur la chevelure, mais qui ne doit pas descendre sous les oreilles et recouvrir la nuque. La FIFA s'est déculottée, commentaire des féministes. Cependant, la FIFA réagit contre l'attitude iranienne en 2011 en disqualifiant l'équipe iranienne lors des épreuves qualificatives aux Jeux olympiques de Londres. Un foulard, et non plus un simple bandana, couvrait les oreilles et le cou des joueuses. Mais la FIFA n'est pas l'organisme qui définit les lois et les règlements du jeu. Cet organisme, c'est l'International Football Association Board, qui est le maître en ces matières. Sensible aux pressions du prince de Jordanie, Ali bin al-Hussein, lui-même vice-président de la FIFA, l'International Board suspendit l'interdiction du port du voile en juillet 2012 et confirma définitivement cette suspension en mars 2014. L'argument donné par l'International Board est que le voile est un signe culturel qui n'est pas interdit, contrairement aux signes politiques, religieux ou personnels. Vous admirerez. Aux Jeux olympiques de Paris, selon les normes établies édictées par le Comité international olympique, les athlètes féminines observeront les règles édictées par la fédération de leur pays. J'ai eu beaucoup de mal à trouver d'ailleurs cette information, dans la mesure où elle n'est pas exhibée par les organisateurs des Jeux. Si la pratique du football féminin est soumise à de strictes conditions, la présence des femmes dans les stades où se déroulent des compétitions d'hommes a été longtemps, pendant 44 ans, interdite, alors même que l'on diffuse abondamment les rencontres à la télévision. La contestation de cette mesure demeure un leitmotiv des revendications féminines et à chaque grand match, des femmes tentent de s'introduire dans le stade, déguisées en hommes. Cette interdiction demeure car elle a été levée en 2022 par le président Raisi sous la pression de la FIFA et notamment d'ailleurs de son président Infantino. Mais d'une part, cette décision est toujours mal vue par la plupart des clercs et d'autre part, la plupart des stades, sauf dans 2 villes, Isfahan et Kerman, ne sont pas équipés, c'est-à-dire ne disposent pas d'un espace spécifiquement réservé aux femmes, comme ce fut le cas à Téhéran, où des femmes purent assister au derby entre Esteghlal et Pirouzi, donc et Persepolis, pour la première fois depuis 44 ans. C'est la photo 6, oui, c'est cette photo-ci. Mais vous voyez qu'il ne s'agit pas d'un espace mixte, il s'agit d'un espace qui est uniquement féminin. Revenons sur la position des clercs. Dans un communiqué publié dans le journal officiel de la République islamique le 21 Farvardin 1394, c'est-à-dire le 10 avril 2015, le guide a déclaré « Cet acte, c'est-à-dire Khamenei, autoriser l'accès des femmes au stade, est interdit et est une infraction. Les marja et tarlid, c'est-à-dire donc les sources d'imitation, consultées à ce sujet, adoptent la même position dans l'avis qu'ils donnent à la même période. Les raisons invoquées sont de 2 ordres. D'une part, le regard des femmes sur le corps à moitié nu d'hommes inconnus
n'est pas licite. De l'autre, l'ambiance régnante ne convient pas à la présence des femmes. Et cette mixité serait la source de nombreux problèmes d'un point de vue moral et social. Il y a en effet un singulier contraste entre les slogans des supporters, par exemple « Shir et samovar d'Arkoun et d'Avar », donc le robinet du samovar dans le cul de l'arbitre, et les inscriptions qui figurent sur les rebords des tribunes indiquant que la prière est la clé du paradis et que l'on doit s'inspirer dans les stades de l'exemple de Ali, le premier imam chiite, et des siens. Le football est ainsi un des domaines où la tension entre des modèles contradictoires est la plus vive et en tout cas la plus visible. Le problème de la participation féminine dans la pratique et le spectacle sportif a reçu une réponse entre 1993 et 2005 de Faizeh Rafsanjani, la fille donc de l'ancien président, qui a créé les Jeux sportifs des femmes des pays musulmans. Faizeh Rafsanjani, donc, comme je vous le disais, est la fille de l'ancien président de la République, elle-même vice-présidente du comité olympique iranien. Elle avait promu dans les années 1990 le vélo pour les femmes contre l'avis des principaux dignitaires religieux. En raison de spécificités culturelles, dit le règlement des Jeux sportifs des femmes des pays musulmans, les hommes ne peuvent assister à la plupart des épreuves qui, découvrant un corps féminin partiellement nu, ne sont pas retransmises à la télévision. Les photos sont interdites et l'usage des téléphones portables qui peuvent être équipés d'un appareil photo est strictement contrôlé. Selon les règlements étatiques, les seules spécialités, donc, comme je vous le disais, auxquelles peuvent s'adonner les femmes, sous le regard des hommes, sont le tir, l'équitation, le golf, le canoë-kayak, l'alpinisme, le ski, le taekwondo et toutes les disciplines où les femmes sont couvertes, ainsi que les compétitions donc, pour handicapés, toute pratique qui, contrairement à l'athlétisme, à la natation, s'accommode tant bien que mal de la tenue islamique réglementaire. Alors, je ne voudrais pas vous laisser sur l'idée de Faizeh Rafsanjani comme quelqu'un qui serait tout à fait favorable au régime actuel, puisqu'elle a été condamnée à la prison pour avoir participé au mouvement Femmes, Vie, Liberté en 2023. Donc, c'est quelqu'un qui, après avoir tenté de rééquilibrer vis-à-vis des femmes les sports en Iran, a été très contestataire du pouvoir tel qu'il s'est développé. Le sport, le football en particulier, sont de formidables révélateurs des problèmes que connaît la société iranienne, des problèmes concernant la place et la tenue vestimentaire des femmes, dont ont témoigné les manifestations qui ont suivi la mort de Mahsa Amini, des problèmes concernant le régime islamique, dont ont témoigné les footballeurs refusant de chanter l'hymne national lors de la Coupe du Monde en 2022. Et à ce titre, nous ne pouvons que rejoindre Norbert Elias quand il écrivait « Nous avions conscience que le sport est la clé de la connaissance de la société ». Je vous remercie. Des questions, on va confier le micro à Fouria Amirchahi, qui travaille pour le conseil départemental de Seine-Saint-Denis et qui va nous proposer un témoignage sur deux initiatives que je suis de près, la Biennale interculturelle de la Seine-Saint-Denis et l'initiative dont le nom est Multitude et le lien qu'elles entretiennent avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Bien, merci beaucoup, merci de l'invitation, merci à tous les organisateurs d'abord de la tenue de cette journée et de celle de demain et de cette rencontre de ce matin. Bon, alors après les deux grands exposés, moi je vais être beaucoup plus court, qui sont très, très éclairants et qui donnent de la profondeur et du recul aussi au rapport entre sport et politique. Moi, ma tâche ce matin, ma mission est de vous faire part d'un témoignage, c'est-à-dire d'un choix de politique publique, celui du département de la Seine-Saint-Denis, de
à la faveur et à quelques mois à l'époque de la tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, mais pour beaucoup de ces épreuves en Seine-Saint-Denis, d'appréhender cet événement, cette manifestation sportive internationale, pas seulement à l'aune d'une compétition internationale, d'une compétition sportive internationale, mais une opportunité de valoriser le territoire monde qu'est la Seine-Saint-Denis et de donner, comme le disait Oriane Filleul ce matin, une lecture, un récit positif de la Seine-Saint-Denis en pleine transformation urbaine du fait des JOP et du Grand Paris, certes, mais terre d'accueil des JOP également, mais aussi riche de culture du monde entier, de mémoires immigrées, de langues, de pratiques sportives. Et ça nous a amené à mettre en place, dès 2023, en juillet 2023, et je vous dirai pourquoi en 23, une biennale interculturelle de la Seine-Saint-Denis qui s'appelle donc Multitude, en effet. Et cette biennale interculturelle a pour vocation, a pour parti pris de valoriser, comme je viens de le dire, de façon pluridisciplinaire, l'interculturalité du territoire. Je m'arrêterai quelques secondes sur ce terme d'interculturalité aussi, si le temps me le permet. L'idée était, dès avant la tenue des Jeux Olympiques, ce que je disais en propos introductif, c'est-à-dire dès avant 2024, d'où le choix des années paires, d'anticiper par avance l'héritage des JOP en le pensant aussi dans sa dimension interculturelle et mondiale. On va accueillir le monde, mais qu'en est-il de la réalité du monde qui est déjà en Seine-Saint-Denis ? À partir de là, on a pensé une programmation pluridisciplinaire où les pratiques artistiques étaient mises au même plan, au même rang que les pratiques culturelles. C'est-à-dire qu'on est parti dans une conception de programmation où la notion de droit culturel était importante. Et c'est pour cela que aller au théâtre, aller au cinéma était pour nous tout aussi considérable que faire la cuisine, faire du sport de rue, parce que c'est une pratique culturelle de beaucoup de jeunes en Seine-Saint-Denis. Faire la cuisine, c'est une pratique culturelle ontologique de nombreuses familles. Et donc on est parti de cette approche droit culturel pour mettre en place une programmation qui n'est pas simplement un spectacle ou un festival, mais qui, justement, valorise des identités singulières et en même temps dans une relation les unes avec les autres. L'interculturalité n'étant pas, de ce point de vue, pensée comme juste une cohabitation de communautés, ni même seulement, bien que ce soit indispensable, une relation entre des mémoires, des cultures et des communautés, mais leur hybridation, leur rencontre, leur métissage, leur créolité, que sais-je encore, je ne rentre pas dans un colloque sur la définition du terme. Mais je voulais quand même préciser donc, de quelle façon on avait appréhendé cette problématique ou cette approche interculturelle. Et dès lors qu'on a voulu aborder la programmation sous l'angle des droits et des pratiques culturelles, le sport est devenu pour nous une évidence. C'est-à-dire que les pratiques sportives ne sont pas simplement à considérer comme une catégorie en soi, à savoir du sport, mais aussi comme de la culture, faisant partie pleinement et entièrement de la culture. Je l'ai évoqué à propos du foot de rue, mais on pourra en évoquer d'autres. Une pratique culturelle quotidienne de nombreux groupes sociaux de Seine-Saint-Denis. De ce point de vue, ça nous a amené évidemment à réfléchir à la façon dont cette dimension, cette pratique d'un sport, qui est aussi un temps culturel, un temps social, un temps de rencontre dans de nombreux quartiers, peut être valorisé et reconnu. C'est pour ça que dans la programmation de Multitude en 2023, et vous aurez la même chose en 2025, je vous donne d'ores et déjà rendez-vous, le foot de rue et sans doute d'autres pratiques sportives sera mise à l'honneur avec ce qu'on avait appelé la Coupe du monde des quartiers. Vous avez déjà sans doute entendu parler dans quelques villes de France des CAN, qui regroupent des identités multiples des équipes de foot qui se réclament d'une identité nationale ou d'une mémoire immigrée. Par exemple, il y a l'équipe du Sénégal, l'équipe d'Algérie, etc. Là, en 2023, il y avait ces mêmes équipes, celles de Côte d'Ivoire, celles de France évidemment, qui se sont rencontrées lors d'une journée entière où équipe féminine, équipe masculine, avec un intermède handisport, ont pu à ce moment-là
être organisé et y compris accueillir du public, ce qui était très important parce qu'il y a cette dimension de croisement interculturel aussi dans ces rencontres-là. En poussant un peu la réflexion, et parce que les JOP arrivaient, Oriane Filleul a parlé tout à l'heure du site de célébration de Georges Valbon, il est question aussi de proposer au public, et au public de la Seine-Saint-Denis prioritairement, qui sans doute sera plus concerné que d'autres, même si on souhaite l'ouvrir à tout le monde, par ce site de célébration, on a voulu élargir la réflexion à d'autres pratiques sportives, notamment des pratiques sportives non olympiques, mais très pratiquées par des communautés qui, en Seine-Saint-Denis, commencent à développer certaines disciplines. On pense notamment aux luttes, je sais qu'on en parlera cet après-midi ou demain, à la lutte sénégalaise, le yekini, mais aussi au kabaddi, qui est une lutte pratiquée en Inde, en Iran et au Pakistan, je crois. Et d'autres pratiques, je ne les énumère pas toutes, mais d'autres pratiques sportives qui sont aujourd'hui, on peut penser aussi au cricket, pratiquées par des communautés, alors parfois des communautés anciennement installées en France, qui sont d'ailleurs souvent français ou non français, mais portant avec eux ces pratiques-là, mais aussi des pratiques sportives des nouveaux venus, entre guillemets, c'est-à-dire de celles et ceux qui sont aujourd'hui notamment des nouveaux immigrés venant de l'Asie du Sud-Est, et arrivent aussi avec des pratiques sportives. Et ce sont ces dimensions-là qu'on a voulu valoriser, et une journée le 4 août, je crois, prochain, 2024, au site de célébration, sera consacrée justement à la monstration de ces différentes pratiques. La pétanque en fait partie parce qu'elle est interculturelle par essence, hein, c'est vraiment un croisement, on s'y rencontre, on vient de différentes mémoires, de différents parcours, pratiquer, se rencontrer, et là encore être dans la relation dite interculturelle. Voilà le propos. Alors évidemment, ça s'inscrit dans un parti pris de politique publique où la question interculturelle a et va être posée de plus en plus à l'aune de différents prismes. C'est-à-dire là, c'était un événement, donc il y a une culture événementielle qui se met en mouvement dans une politique publique, mais qui, entre deux événements, est balisée par tout un travail de programmation, qui interroge aussi les pratiques sociales. Vous savez qu'il y a des compétences obligatoires au département, dont celle de l'accompagnement social de personnes qui en ont besoin. Je ne rentre pas dans le détail des différents dispositifs, RSA, PMI, petite enfance, ASE, etc., et bien d'autres, où les questions de pratiques interculturelles sont ontologiques, parce qu'elles sont directement, elles sont un questionnement direct, concret et quotidien de tous les professionnels qui sont confrontés à des langues, à des pratiques culturelles, à des appréhensions différentes selon un bagage culturel, des codes, des expériences, des vécus, qui ne sont pas les mêmes d'une trajectoire à l'autre. Et c'est dans ce territoire, en particulier de la Seine-Saint-Denis, ce n'est pas le seul en France. D'une certaine façon, la Seine-Saint-Denis est très en avance de par cette modernité-là, parce que c'est une vraie modernité. Elle est en écho à elle fait écho à de nombreuses transformations, de nombreux territoires urbains aujourd'hui. Mais ce sont des questions très importantes, parce qu'elles traversent aussi la pratique professionnelle portée par des agents publics dans de nombreux territoires autour de compétences obligatoires. Donc c'est aussi un parti pris de valoriser l'interculturalité, de donner à voir ce qui est interculturel dans les pratiques professionnelles et dans le déploiement des politiques publiques. Et puis, pour le dire aussi différemment, puisqu'on est dans un propos qui, ça a été dit tout à l'heure, ne peut pas être distinct d'une approche, ou en tout cas d'une réflexion sur les enjeux politiques que posent ces questions-là. C'est aussi une façon pour le département de la Seine-Saint-Denis, à l'instar d'autres territoires en Europe, mais sans doute dans le monde, de mettre en avant, de construire, de rendre lisible une réponse politique aux crispations identitaires du moment. Et la Seine-Saint-Denis est très concernée, évidemment, parce que souvent montrée du doigt pour ce qu'elle est supposée porter en elle de dévoiement d'une certaine identité française. Alors qu'au contraire, par ce métissage, par cette interculturalité, elle en est une certaine incarnation de cette modernité française. Et c'est dans cette
perspective-là que le département de la Seine-Saint-Denis, au-delà de l'événement, au-delà de s'interroger sur ses propres pratiques, sur les pratiques professionnelles de ses agents, de ses politiques publiques, a choisi de construire et d'adosser cette réflexion-là à la fois un événement et un réseau. L'événement, l'année prochaine, je vous l'ai dit, en 2025, il y aura donc la première vraie édition, puisque 2023, c'était une préfiguration qui a quand même rassemblé près de 10 000 personnes. Hein. La prochaine édition de Multitude, mais on voudrait en 2024 organiser les Assises de l'interculturalité. Assises de l'interculturalité qui, justement, permettront à des personnalités inspirantes du monde entier, de l'Europe, de l'Afrique, des Amériques, de l'Asie, de la Seine-Saint-Denis, évidemment, la Seine-Saint-Denis étant un continent à elle seule, des personnalités inspirantes, mais aussi des territoires, puisque nous avons adhéré à un réseau, les cités interculturelles, les cités européennes interculturelles, qui sont un programme du Conseil de l'Europe, une quarantaine de villes, on est le seul département, qui, de toute l'Europe, échangent et mettent en confrontation, en résonance, en mutualisant leurs pratiques ou leur expérience ou leur parti pris de politique interculturelle. Et ce faisant, sans doute que le département, à travers cette stratégie-là, veut permettre de poser un acte, une sorte de cadre de référence qui permette justement à ces personnalités, aux forces vives du territoire, mais aussi à ces territoires alliés, de rendre lisible et assumer ce parti pris de l'interculturalité. Dans cette stratégie-là, dans cette réflexion-là, vous l'avez compris, la question du sport n'était pas du tout anodine, parce que si on a construit la programmation à partir du théâtre, du cinéma, de la photographie, des fanfares, de la musique, du concert, évidemment, on a voulu, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, pour d'autres aspects structurants des identités singulières et multiples en même temps qui nous concernent et qui font la relation entre nous, j'ai parlé de la cuisine et du sport, vraiment faire en sorte qu'il n'y ait pas de dissociation, de distinction, de noblesse entre les pratiques des uns et les disciplines des autres. Donc c'est pour ça que dans la programmation, la question du sport de rue, du sport populaire, ou du sport de rue, entendu dans le sens sport populaire, parce que pratiquer librement et sans forcément la contrainte des mêmes règles académiques posées par les instances internationales, etc., mais tout aussi sociable, tout aussi social également, était pour nous fondamental et même structurant dans la façon dont on a voulu penser les termes de l'interculturalité en Seine-Saint-Denis. On m'a demandé donc de vous faire part de cette initiative qui est appelée à durer, hein, c'est une biennale. On espère qu'elle aura évidemment vocation à vous retrouver en 25, en 27, en 29, etc. Et à élargir un peu plus le socle de cette alliance internationale dont je vous parlais avec d'autres territoires, mais aussi à permettre, à travers cette culture événementielle portée par le département, de donner à voir tous les talents émergents de la Seine-Saint-Denis à travers toutes ces disciplines et ces pratiques culturelles. Merci beaucoup. Sur les deux dernières interventions, souhaitez-vous poser des questions ou éventuellement aussi à Nicolas Martin-Breteau? On avait dit que le dernier temps serait consacré à un échange plus large. On m'entend bien, oui. Moi, je vais peut-être poser du coup une question à Pouria par rapport au témoignage qui a été donné, et puis même une question qui s'adresse plus largement à l'ensemble des intervenants. On a eu des interventions académiques qui ont été suivies d'un témoignage sur des choix de politique publique, et on a parlé justement de la biennale et de la culture événementielle qui est en train de s'instaurer au niveau du département. Sur ces différents sujets, quelle passerelle justement et quelle collaboration on pourrait imaginer entre acteurs académiques et de la production de connaissances sur ces aspects-là et les politiques publiques qui sont menées par les acteurs qui les portent, puisque c'était aussi l'objet et l'identité un petit peu portée et véhiculée autour de la dynamique enjeu des jeux.
Donc, est-ce que, par exemple, pour IA, vous vous appuyez sur des travaux, tout simplement, académiques, pour construire un petit peu l'identité du projet, ou est-ce que vous avez des réflexions sur ces aspects-là pour consolider un petit peu toute cette programmation et toute cette initiative sur la base des savoirs qui sont produits sur les sujets que vous portez? Merci. Oui, alors, la question est très pertinente parce qu'il y a un parti pris qui s'est adossé à des compétences et une institution, le département de la Seine-Saint-Denis, mais il y a toujours besoin, nécessité absolue, d'objectiver le propos et de construire ce propos avec évidemment des données. Et ça constitue un des enjeux du programme que je n'ai pas évoqué là, mais on est sur un territoire où il y a, vous savez, 2 universités, plus le campus Condorcet, avec lesquels on a commencé à travailler pour justement poser les bases d'un cadre de référence actualisable autour de l'interculturalité en Seine-Saint-Denis. Donc c'est un travail de recherche qu'on est en train de commander, d'études et de recherche autour de l'interculturalité en Seine-Saint-Denis. On a au département une mission d'études et de pilotage de la donnée qui coordonne justement aussi ce travail stratégique de mise en relation. En tout cas, moi j'y tiens beaucoup et je sais que le président du département est depuis quelques temps déjà convaincu aussi de cette nécessité. On cherche à articuler évidemment l'action publique, comme ça se fait d'ailleurs dans d'autres territoires, je pense notamment au Danemark ou en Allemagne, les décisions politiques publiques avec des collectifs de recherche, de chercheurs qui permettent aussi d'éclairer la décision et surtout en objectiver le plus possible le propos autant que les attendus. J'ajoute à ça que je ne l'ai pas développé là, mais je pilote aussi un autre projet qui s'appelle le Campus francophone en Seine-Saint-Denis, dont un des enjeux est de valoriser aussi le lien qu'occupe quotidiennement le français avec plus de 160 langues parlées en Seine-Saint-Denis. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Donc c'est à la fois un droit au français pour ceux qui en ont besoin, évidemment, le français n'étant pas considéré comme une condition punitive pour rester en France, mais comme un droit, comme une langue accueillante, donc, mais aussi, autre pan du projet, on s'interroge sur cette relation et cette vitalité à plus d'un titre du plurilinguisme de nombreux habitants de Seine-Saint-Denis. Et ce faisant, toujours au même travail, pour répondre à la question, même travail d'objectivation. Donc on est en train de lancer une cartographie des langues de Seine-Saint-Denis. On va lancer ça dans un programme conjoint avec la DRAC et sans doute les pôles universitaires que j'ai évoqués tout à l'heure, et d'actualiser encore une fois régulièrement, tous les 2 ans sans doute, ces travaux qui viennent évidemment enrichir, nourrir et parfois réorienter des stratégies de politique publique. J'ajoute pour finir, mais en une phrase, que notre adhésion au réseau des cités interculturelles européennes a aussi pour vocation de partager de la donnée et donc des pratiques. Oui, ce qui vient d'être dit me semble fondamental, dans la mesure où nous sommes à une période de triomphe de la nation ethnique. C'est-à-dire qu'il y a une même ethnie qui réclame d'être reconnue nationalement et internationalement. Et là, au contraire, on a un projet d'une nation pluriethnique. J'emploie le terme ethnie qui est discrédité dans nos disciplines avec l'idée que, certes, il n'y a pas, si vous voulez, d'ethnie consubstantiellement et qui puiserait ses origines dans un temps immémorial. Mais c'est vrai que c'est ce qui domine aujourd'hui. C'est ce triomphe de la nation ethnique. Et là, on a au contraire quelque chose qui nous dit que cette nation est pluriethnique. Et donc, bravo pour ces initiatives. Moi, je pense que ce que vous dites ne fait que confirmer la place des femmes dans cette société, à savoir donc une place marginale qui a uniquement pour fonction, les femmes ayant uniquement pour fonction de faire des hommes et donc d'accentuer cette séparation entre les mondes masculins et féminins.
Je crois au contraire qu'une partie de la population iranienne, je ne dis pas toute la population iranienne, et je pense surtout à la population urbaine, et pour réduire cet espace entre les sexes, et donc de faire en sorte que les femmes aussi puissent accéder au sport, au même sport que les hommes, sans qu'il y ait de distinction, si vous voulez, qui soit forte. Ça n'est pas, si vous voulez, ce que je dis n'est pas une critique de l'islam et des formes qu'il peut adopter ici ou là. Mais si vous voulez, quel est, dans le Coran, par exemple, quel est le verset où l'on dit que les femmes doivent être voilées? Est-ce qu'il y a un verset dans le Coran qui dit cela? Je vous pose la question. Non. Non, il n'y en a pas. Je suis désolé, mais alors évidemment, on peut se dire qu'à une époque où toutes les femmes étaient voilées, il n'était pas nécessaire de rappeler que les femmes doivent être voilées, puisque dans l'Antiquité, elles étaient voilées également. Mais bon, vous voyez, c'est quelque chose qui est présenté comme un dogme certifié par le Coran, alors que j'ai lu le Coran et je n'ai vu nulle part. Il est question du voile que doivent, du châle que doivent replier sur leur poitrine les femmes quand un étranger visite la maison, mais il n'est pas question de voile qui enserre la tête et les cheveux. Bon, bref. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il faut qu'elles soient très courtes parce qu'on a pris un petit peu de retard. Et si vous voulez faire une pause, ce qui me semble nécessaire, n'est-ce pas? Il faudra que ce soit donc très court. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions... Alors, si on n'a pas, je me permets une réponse très rapide. Bien sûr, pardon. Alors, votre question est très importante, donc je ne peux pas y répondre de façon très satisfaisante, mais disons parce que le temps imparti ne le permet pas. Mais le rapport entre identité singulière et identité multiple est justement au cœur de la proposition de multitude, de cette biennale interculturelle. C'est une conflictualité qui nous concerne tous, notre rapport entre ce qu'on s'approprie d'une histoire partagée et ce qu'on apporte à cette histoire. Je dis histoire comme je pourrais dire mémoire ou culture ou pratique. On va dire que, pour le dire très simplement, pour moi, ce sont des conflictualités fécondes, d'où le terme d'interculturalité, de relation entre culture et pratique. Et je l'ai dit tout à l'heure de façon importante, enfin de façon, comment dire, incidente, mais c'était important. L'interculturalité est, on va dire, plutôt une approche multiculturaliste critique, c'est-à-dire pour nous, le fait de considérer que ce qui compte, c'est d'abord ce que produit la rencontre, donc le métissage. Et on peut, 1, 2, 3, 4, 5 générations, ou même de la première génération, c'est mon cas, moi je ne suis pas né en France, tout à fait construire le métissage en étant dans cette relation continue de croisement fécond entre mes identités, ma langue, mes origines et celle dans laquelle je m'inscris désormais de façon structurante. Mais si vous voulez, on en reparle après. Je me permets une dernière remarque qui n'a rien à voir avec multitude, mais plutôt au propos que vous avez tenu tout à l'heure, parce que le rapport entre le sport, le corps, la politique me paraît vraiment fondamental et très révélateur, pas simplement d'une époque, mais d'enjeux. Et à cet égard, pour faire suite aux propos de Nicolas, moi je vous invite à lire, si vous le pouvez, le livre de Michael Correa qui s'appelle « Une histoire populaire du football ». Si vous ne l'avez pas lu, faites-le, y compris si vous n'aimez pas ou vous ne vous intéressez pas au football, parce qu'il vous met vraiment en lumière une histoire politique, une histoire sociale, du football mondial, hein, mais une histoire physique aussi, où le corps est très très important. Hein, et où, par exemple, je ne donne que cet exemple-là parmi tant d'autres de ce livre, le dribble au football n'est pas un exotisme particulier. C'est d'abord une réponse du noir, Pelé, qui a incarné ça,
qui esquivent les coups des Blancs sur le terrain. C'est de là que vient par exemple le dribble. Donc le rapport au corps est fondamental, il est structurant, il est plus qu'évocateur. Voilà, il dit quelque chose, c'est un signifié, mais c'est un signifiant aussi très 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 puissant. Donc précipitez-vous sur les deux ouvrages, celui de Nicolas, mais aussi celui de Michael, qui me paraissent très éclairants. Merci à nos intervenants et donc 10 minutes de pause avant la reprise. Merci beaucoup.